Dans les terres grises entourant Avdiivka, alors que beaucoup ne voyaient qu'une énième bataille dans une guerre qui s'éternise, quelque chose de bien plus profond était en train de se produire. Une stratégie dissimulée, presque imperceptible, que seuls ceux qui observent avec discernement pouvaient comprendre. Ce n'était pas simplement une confrontation militaire. C'était un piège tissé dans le silence, une toile invisible qui se resserrait jour après jour. Les forces russes n'ont pas avancé avec fracas, mais avec une patience froide, presque inquiétante, comme si chaque mouvement avait été prévu longtemps à l'avance. Elles progressaient lentement, réduisant les espaces, verrouillant les routes, éteignant un à un les derniers couloirs de survie, jusqu'à ce que les soldats ukrainiens se retrouvent confinés, happés dans un espace qui se réduisait comme une respiration qui s'éteint. De l'extérieur, on aurait pu croire à une simple prise de position, mais ceux qui regardaient avec les yeux de l'esprit savaient que c'était une manœuvre façonnée pour briser le moral, affaiblir l'âme et étouffer l'espoir. Les médias parlaient d'une bataille, mais en réalité, c'était une mise en scène méthodique, un piège mental, émotionnel et stratégique. Rien n'était improvisé. Chaque recul ukrainien semblait anticipé. Chaque tentative de repli semblait déjà écrite dans les plans de l'adversaire. Et avant même que les combats ne s'intensifient au cœur de la ville, le destin de ceux qui y étaient enfermés semblait déjà gravé dans la poussière des ruines. Avdiivka n'était plus seulement un lieu de guerre. C'était devenu un labyrinthe sans sortie, un piège invisible dessiné pour mener les hommes au bord du désespoir. Et dans ce piège, tout avait déjà été décidé bien avant que le monde ne tourne les yeux vers cette ville. Une ville qui autrefois vibrait des rires, des marchés, des voix humaines, mais qui aujourd'hui ne résonne plus que des échos du passé. Lorsque les soldats y entrent, ils ne marchent pas simplement sur un territoire en ruine. Ils marchent dans un cimetière silencieux où chaque mur raconte une histoire brisée, où chaque route semble pleurer ce qu'elle a perdu. La ville s'est vidée de sa vie, mais pas de son énergie. Car au fond, même les lieux abandonnés gardent la mémoire de ceux qui y ont souffert, aimé, espéré. Et dans les rues effacées d'Avdiivka, cette mémoire plane, lourde comme un brouillard. Ce que la plupart des gens voient dans les images de drones, c'est la destruction matérielle. Mais ce que très peu comprennent, c'est l'atmosphère invisible qui enveloppe la ville. Une sensation que quelque chose de profond a été arraché, un vide spirituel, presque sacré, qui vous serre la poitrine quand vous y pénétrez. Avdiivka ne ressemblait plus à une zone de combat. C'était une ville figée dans le temps, comme si la guerre l'avait transformée en un décor fantomatique où chaque pas résonne trop fort. Les Ukrainiens, eux-mêmes, le ressentaient. Plus les jours passaient, plus les soldats avaient la sensation de combattre dans un lieu où la vie avait cessé d'exister, où la ville ne se battait plus avec eux, mais contre eux. Car une ville morte ne protège plus, elle affaiblit. Elle ne donne plus de repères, elle engloutit. Elle ne soutient plus les hommes, elle les isole. Et pendant que le moral ukrainien s'effritait dans cet environnement oppressant, les forces russes continuaient d'avancer avec cette même précision froide. Elles ne forçaient pas l'entrée de la ville, elles la consumaient. Elles n'avaient pas besoin de charger. Elles attendaient que le lieu lui-même travaille pour elles. Car une ville fantôme est un allié silencieux, et ici, elle avait choisi son camp. Beaucoup ne le diront jamais, mais certains soldats ukrainiens parlaient d'une sensation étrange, comme si Avdiivka leur murmurait qu'elle ne voulait plus les protéger. Comme si la ville s'était résignée, abandonnant ses derniers défenseurs au poids d'un destin qu'ils ne pouvaient plus repousser. Ce n'était plus seulement une bataille. C'était une lutte contre un espace devenu hostile, un terrain dépossédé de toute humanité, un décor où même la lumière semblait se retirer plus tôt, laissant place à une obscurité qui avalait les esprits. Plus la ville se vidait, plus elle semblait aspirer la force intérieure de ceux qui restaient. Et plus les Russes observaient cela, plus ils comprenaient que la victoire ne se construirait pas uniquement par les armes, mais par l'effondrement mental de l'ennemi. Car un soldat qui se bat dans une ville vivante peut résister. Mais un soldat qui se bat dans une ville morte se bat aussi contre lui-même. Voilà ce que la plupart des analyses n'ont jamais compris. Avdiivka n'a pas été seulement détruite physiquement, elle a été vidée spirituellement. Et dans ce vide, l'armée ukrainienne a perdu quelque chose de précieux, l'élan intérieur qui donne la force de tenir quand tout s'effondre. La ville fantôme n'était pas une métaphore. C'était une réalité psychologique, un piège émotionnel, un outil de guerre. Et dans ces ruines, la défaite avait déjà commencé à prendre forme, bien avant que les derniers combats n'éclatent. Sous Avdiivka, loin de la lumière, loin du bruit du monde, s'étendait un réseau souterrain que peu de gens connaissaient vraiment. Des tunnels, des galeries, des corridors étroits creusés au fil des décennies, d'abord pour l'industrie, puis pour la survie. Et lorsque la guerre a frappé, ces entrailles de la terre sont devenues le dernier refuge, la dernière illusion de sécurité pour les soldats ukrainiens piégés dans la ville. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que descendre sous terre n'est pas seulement un acte stratégique, c'est un acte psychologique. L'homme n'est pas fait pour vivre dans l'ombre. L'humain n'est pas conçu pour respirer dans des passages où l'air est lourd, où la lumière vacille comme une prière mourante, où chaque son résonne comme un avertissement.
Les Ukrainiens se sont retrouvés là, dans le ventre de la terre, croyant trouver un abri, mais ils y ont découvert quelque chose d'autre. Un labyrinthe qui avale les repères, qui érode la perception du temps, qui fragilise la volonté. Dans ces couloirs étroits, l'angoisse s'installait lentement, presque imperceptiblement. Les soldats entendaient des bruits qui n'existaient pas. Ils voyaient des silhouettes qui n'étaient que des ombres. Ils ressentaient une présence, non pas celle de l'ennemi, mais celle du lieu lui-même, comme si la terre refermait ses bras autour d'eux pour les étouffer. Ce n'était plus seulement un tunnel, c'était un piège psychique. Au fil des jours, le manque d'air, la claustrophobie, la chaleur, le froid soudain, les gouttes d'eau qui tombaient des plafonds comme des chronomètres du destin. Tout cela commençait à briser l'endurance intérieure. Le moral s'émiettait, la foi s'effilochait. Même les plus endurcis, même les vétérans, même ceux qui avaient connu les pires batailles, finissaient par sentir que quelque chose les dépassait. Et pendant ce temps, les Russes observaient, avec une précision glaciale, ce refuge fragile. Ils savaient que les tunnels n'étaient pas seulement un abri, ils étaient une prison. Un endroit où les soldats pensaient se protéger, mais où ils s'isolaient. Un endroit où ils cherchaient la vie, mais où ils perdaient leur force. Alors les forces russes ont agi avec la même stratégie implacable qu'au-dessus du sol. Pas besoin d'entrer dans les tunnels. Pas besoin de les conquérir. Il suffisait de les étouffer, de couper les sorties, de frapper les accès, d'enfermer les hommes dans un monde souterrain où même l'espoir avait du mal à circuler. Ce piège était encore plus cruel que la bataille en surface. Parce que dans un tunnel, on ne voit pas la menace. On ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas si la terre va tenir, ou si elle va s'effondrer comme un verdict tombé du ciel. Chaque explosion faisait vibrer les parois, comme si la ville entière se mettait à respirer lourdement, prévenant qu'elle pourrait, à tout moment, s'écrouler. Et c'est là que la vérité a commencé à se révéler. La bataille d'Avdivka n'était pas seulement une confrontation militaire. C'était une épreuve mentale, une guerre intérieure, une descente dans un espace qui teste l'âme plus que le corps. Beaucoup de soldats ukrainiens confiaient qu'ils avaient l'impression d'être engloutis par la terre elle-même. Comme si ce labyrinthe avait été créé pour les retenir, pour absorber leur énergie, pour les vider de toute résistance. Ils perdaient la notion du jour et de la nuit. La fatigue n'avait plus de forme. Le temps n'avait plus de direction. Et dans ce brouillard émotionnel, les décisions devenaient floues. Les ordres perdaient leur clarté. Les communications s'effondraient. Le chaos s'infiltrait dans les esprits. Pendant ce temps, à la surface, les Russes resserraient encore l'étau, conscients que plus le mental des soldats s'effondrait dans les tunnels, plus rapide serait la chute du front en surface. Ainsi, les tunnels ne furent pas seulement un refuge, ils furent le début d'un effondrement silencieux. Une défaite intérieure, invisible, mais dévastatrice. Un piège sans flamme, sans éclat, mais plus destructeur que les bombardements. Car une armée peut résister aux armes. Mais lorsqu'elle doit affronter l'ombre, le silence, l'isolement et le poids du monde enterré au-dessus de sa tête, c'est son âme qui s'épuise. Et quand l'âme tombe, le corps suit. La guerre n'écorche pas que la chair. Elle griffe, ronge et transforme l'esprit. Là où les obus marquent la terre, le silence marque l'âme. Dans les galeries d'Avdivka, les véritables combats se déroulaient autant à l'intérieur des crânes qu'à l'extérieur sous la grisaille. Comprendre cette bataille intérieure, c'est comprendre pourquoi 100 hommes, parfois, valent plus que 1000, non par miracle, mais par maîtrise de soi, par entraînement mental, par routine forgée dans la peur et la répétition. D'abord, l'essentiel, la perte des repères. Sous terre, sans soleil, sans horizon, le temps devient une notion dissoute. Les montres perdent leur sens, les journées se collent les unes aux autres comme des plaques sur une peau blessée. Ce flou temporel, petit à petit, altère la mémoire immédiate, la clarté des ordres, la perception du danger. Un soldat qui ne sait plus si un assaut dure depuis 3 heures ou 3 jours verra ses décisions se diluer. Le sommeil se morcelle, les cycles circadiens se défont, et avec eux la rationalité. Les ingénieurs ont prévu des LED rouges, des routines de veille, des temps assignés pour l'hydratation et l'exercice. Mais rien ne replace la lumière du matin. Ainsi la moindre anxiété, le plus petit bruit isolé, peut déclencher une cascade d'angoisse qui contamine tout un peloton. Ensuite, la claustrophobie collective. La Terre exerce une pression symbolique. Elle rapproche les murs comme des mains qui serrent. Les espaces confinés déclenchent des réactions physiologiques, accélération du cœur, hyperventilation, constriction des pensées, qui sont contagieuses. Un souffle court d'un homme suffit à semer le doute chez 10. Les cadres le savent. Le moral est contagieux, le découragement aussi. C'est pourquoi chaque chef d'équipe se transforme, dans l'ombre, en petit psychologue, en régulateur d'humeur.
Le sergent qui murmure une blague, le vétéran qui s'assoit près d'un novice et lui plaque une main sur l'épaule sans un mot. Ces gestes sont des soins invisibles, des pansements psychiques. Vient la pression de la responsabilité. Chaque combattant sait qu'une erreur peut coûter la vie non seulement à lui-même, mais à ceux qu'il aime. Quand Dmitro sort du tunnel et voit son jeune camarade tomber au premier instant, il porte sur ses épaules non seulement la douleur du deuil, mais le poids de la décision. Maintenir l'élan ou reculer. Ce dilemme moral devient un test majeur. Les forces qui luttent dans l'ombre pratiquent la discipline émotionnelle. Respiration contrôlée, micro-méditation, ancrage sensoriel, sentir le tissu du gilet, compter discrètement les pas, technique simple mais vitale pour transformer la panique en concentration. La dissonance cognitive est une autre plaie. Savoir raisonner contre ses instincts. Les soldats sont formés à ouvrir le feu, à se défendre, à fuir si nécessaire. Ici, la stratégie demandait de patienter, de rester immobile malgré la certitude d'être pris au piège. Accepter l'immobilité volontaire, accepter l'incertitude planifiée. Cela exige une discipline mentale peu enseignée dans les manuels. La confiance dans un plan invisible, la foi en des ordres qui semblent suicidaires à première vue. Cette foi se cultive par le leadership et par l'expérience partagée. Le commandant enterré à 5 mètres ne commande pas seulement des mouvements. Il instille une logique, il raconte un récit, nous tiendrons, nous frapperons ensemble, nous sortirons ensemble, qui devient un ciment psychologique. Le brouillage des communications intensifie la solitude. Même si les fibres optiques reliaient les équipes, le silence extérieur, l'absence de renforts visibles, l'absence de vols alliés, créent une sensation d'abandon. Quand un homme se sent isolé, son champ cognitif se rétracte. Il pense en termes de menaces immédiates plutôt qu'en plan stratégique. Pour contrer cela, les chefs instaurent des rituels. Transmission brève mais régulière, confirmation visible, un témoin lumineux, un drapeau improvisé, petite victoire quotidienne, réparer un conduit, sortir un blessé. Ces rituels réintroduisent la linéarité dans un monde devenu chaotique. La gestion de la peur en milieu souterrain exige des techniques précises. Elles furent appliquées consciencieusement. Simulation VR lors des préparations, exercice de confinement progressif, apprentissage des triggers émotionnels et méthodes de désensibilisation. Les hommes répétaient des scénarios, sorties massives, embuscades, coupures d'air, jusqu'à ce que la répétition inculque une réponse automatique et froide. Cette automatisation est essentielle. Quand l'adrénaline frappe, on ne veut pas que la créativité prenne le dessus. On veut une mécanique précise, sans hésitation. La cohésion de groupe tient lieu de levier psychologique. Dans ces tunnels, la fraternité devient une armure. On partage l'eau, la maigre nourriture, les histoires. On trouve des fragments d'humanité dans les gestes les plus simples. Un partage de cigarettes, une chanson sifflée en chœur, une croyance murmurée. Ces éléments renforcent le sentiment d'appartenance et dopent la résilience. Le commandant, en rituels successifs, réactive la mémoire collective. Noms, dates, blagues internes, petites victoires anciennes. C'est ainsi qu'il transforme des individus terrifiés en une entité compacte et déterminée. Il y a aussi la stratégie psychologique offensive. Les ingénieurs et psychologues militaires ne travaillent pas seulement à calmer. Ils planifient des impulsions psychiques. Bruit calculé, lumière contrôlée, micro-attaques de nuisance visant à épuiser l'ennemi. Dans le cas d'Avdiivka, la surprise n'était pas uniquement matérielle, elle fut mentale. Se montrer soudain, surgir à des points inattendus, créer une impression d'omniprésence, tout cela désorganise l'esprit adverse. La synchronisation, rendue possible par la fibre enterrée et par le calme intérieur des hommes, permit d'orchestrer des ruptures de réalité pour l'assaillant. Il croyait avoir chassé l'adversaire, il découvrit que l'adversaire était partout. La douleur et la perte constituent un autre champ d'épreuve. Voir un camarade tomber, entendre ses cris, transporter un blessé aveugle. Ces images collent au cerveau et peuvent déclencher des réactions de culpabilité, de rage, de paralysie. Le soin psychologique, dans ce contexte, est pragmatique. Stabiliser, remplacer l'émotion par une tâche tangible, préparer une trousse, tenir un point, donner une mission immédiate qui transforme la tristesse en action utile. Les rotations, même brèves, pour exposer certains au soleil et à la lumière naturelle furent vitales. Elles réparent lentement le chronomètre interne, réancrent le sommeil, réduisent l'intensité des flashbacks. Enfin, la signification morale. Pourquoi se battre encore ? Les récits que l'on raconte, internes et externes, déterminent l'endurance. Une opération devint viable parce qu'elle n'était pas présentée comme suicide, mais comme acte fondateur. Une démonstration qu'un peuple peut déjouer la machinerie d'un empire par l'intelligence et la foi. La mission prit la forme d'un mythe. Survivre pour prouver un principe. Et les hommes se rallient plus volontiers à une histoire qu'à un ordre. Les officiers l'avaient compris et la récitèrent. Nous ne sommes pas simplement cachés. Nous sommes la conscience de notre terre. Nous ne fuyons pas. Nous préparons la leçon.
Dans cette alchimie mentale, quelques éléments techniques firent la différence. Entraînement spécifique de résistance au confinement, apprentissage de respiration diaphragmatique, répétition de micro-mouvements tactiques, exercices improvisés de lumière sociale, lecture à voix haute, micro-concert de clarinette et protocole médico-psychologique pour les traumatismes aigus. Mais au bout du compte, c'est la combinaison d'un leadership clair, d'un récit collectif, d'une discipline automatisée et d'un soin quotidien, tant technique qu'affectif, qui transforma la peur en puissance. La psychologie des soldats n'est ni mystique ni purement technique. Elle est une synthèse. Elle prouve qu'en guerre le champ de bataille n'est pas seulement dans les cratères, il est aussi caché dans la structure des esprits. Avdivka montra que dominer l'intérieur, la tête, le cœur, la volonté, permet de dominer l'extérieur. Là où l'ennemi s'attend à trouver des corps à briser, il trouva des volontés aiguës, des mécanismes apprivoisés, et une discipline qui, dans le silence du souterrain, devint une lame plus coupante que n'importe quelle mitrailleuse. Il existe dans chaque bataille un instant qui n'est ni visible, ni audible, ni mesurable, mais qui décide de tout. Un moment où la guerre cesse d'être une question de force et devient une question de destin. Dans Avdivka, ce moment de bascule n'a pas été un bombardement, ni un assaut massif, ni un cri. C'était un silence. Un de ces silences qui ne durent qu'une seconde, mais qui bouleversent une armée entière. Tout a commencé lorsque les Ukrainiens, enfermés dans leur tunnel, ont compris que la ville au-dessus d'eux n'était plus un champ de bataille, mais un tombeau ouvert. Les communications se sont raréfiées, les ordres se sont fragmentés, les points de repère ont disparu. Les unités ne savaient plus si elles se repliaient ou si elles tenaient. Les hommes ne savaient plus s'ils étaient encore l'avant-garde ou déjà des fantômes. C'était un moment suspendu, un espace entre deux respirations, où tout semblait sur le point de s'effondrer. Et c'est précisément dans cet entre-deux que la bascule s'est produite. Le moral ukrainien, encore fragile mais intact, s'est fissuré. Pourquoi ? Parce qu'au fond, chaque soldat a senti que quelque chose dans l'air avait changé. Un écho, une vibration, une impression que le terrain lui-même avait choisi le vainqueur. À la surface, les Russes ont perçu ce frémissement avant même qu'un rapport officiel ne le signale. Ils ont accéléré. Ils ont verrouillé. Ils ont coupé les routes comme on coupe les veines d'un organisme déjà affaibli. Leur avancée n'avait plus la lenteur méthodique du début. Elle avait la précision d'une décision déjà écrite. Ils n'assaillaient plus une position ennemie, ils scellaient une conclusion. Dans les tunnels, les Ukrainiens ont commencé à murmurer que la sortie n'était plus une option. Le bruit d'un éboulement, la vibration d'un tir lointain, la disparition d'un contact radio. Tout cela formait une mosaïque sinistre. Ils avaient tenu jusqu'au bout de leur force, mais maintenant, leur corps parlait pour eux. Les jambes tremblaient. Le souffle se faisait court. Les pensées se fragmentaient. La fatigue devenait une entité, une présence qui marchait à côté d'eux, qui leur murmurait qu'il était temps de lâcher prise. La bascule, ce ne fut pas une fuite. La bascule, ce fut un abandon intérieur. Le moment exact où une armée cesse de croire qu'elle peut encore renverser le destin. Et c'est ce moment-là que les Russes attendaient depuis le début. Pas la prise d'un quartier. Pas la rupture d'une ligne de front. Mais la rupture de quelque chose de plus précieux, la certitude intérieure. Lorsque cette certitude s'éteint, un soldat peut encore tirer, il peut encore courir, il peut encore se battre, mais il ne gagne plus. Parce que la victoire commence dans la tête, bien avant qu'elle n'éclate dans la réalité. Et quand l'esprit bascule, tout le reste s'effondre comme un château de cartes sous un souffle invisible. Dans Avdivka, la bascule a eu lieu dans l'ombre, là où personne ne filmait, là où aucun drone n'observait. Elle a eu lieu dans des regards échangés, dans des respirations tremblantes, dans des silences lourds. Elle a eu lieu lorsque les hommes ont cessé d'imaginer le lendemain. Lorsque les chefs ont dû parler plus doucement. Lorsque les prières murmurées ont remplacé les ordres nets. Après cela, tout a été rapide. Trop rapide pour être compris. Les lignes se sont effondrées. Les positions se sont vidées. Les replis se sont transformés en retraites. Les retraites en fuites. Les fuites en chaos. Mais ce chaos n'était pas né des bombes. Il était né d'un moment de vérité intérieure. Celui où l'armée s'est vue, non comme une force en défense, mais comme une force en survie. Et à partir de cette seconde-là, tout s'est aligné contre elle. Les analystes parleront de manque de renfort. Ils parleront de ravitaillement insuffisant. Ils parleront de fatigue, de pression, d'encerclement. Mais la vérité profonde, celle que les chiffres ne montrent pas, c'est que la bataille avait déjà été perdue au moment où l'âme du groupe avait cessé de tenir debout. Le corps suit toujours l'âme. Toujours. Et dans Avdivka, ce n'est pas une position militaire qui s'est brisée. C'est une conviction. Dans chaque guerre, il existe un moment où tout bascule. Un instant qui semble anodin sur le moment, mais qui décide du sort de milliers d'âmes.
Dans le chaos d'Avdivka, ce moment n'a pas été une explosion, ni une charge massive, mais un choix. Un choix silencieux, presque intime, né dans l'esprit de ceux qui commandaient et dans le cœur de ceux qui obéissaient. Car au-delà des armes et des stratégies, ce sont toujours les décisions humaines, fragiles, imparfaites, parfois prises dans la fatigue ou la peur, qui sculptent les pages de l'histoire. Et ici, au milieu des ruines fumantes, des fenêtres arrachées et des ombres qui traversaient la ville comme des fantômes, chacune de ces décisions avait un poids que seul Dieu pouvait véritablement mesurer. Les commandants ukrainiens savaient que la situation devenait impossible. Chaque avenue était verrouillée. Chaque bâtiment était une tombe potentielle. Pourtant, certains continuaient à croire qu'une percée était possible, qu'un miracle pouvait apparaître derrière un rideau de poussière. D'autres, plus lucides ou plus épuisés, on ne sait jamais vraiment, envisageaient le repli. Mais comment choisir entre l'honneur et la vie, entre la loyauté et la survie? Comment accepter qu'une position tenue depuis des années puisse être abandonnée en quelques heures? Dans les abris, les soldats attendaient ces décisions avec une tension presque insupportable. Ils scrutaient la radio comme s'ils attendaient une voix venue du ciel. Ils espéraient un mot, un ordre, quelque chose qui donnerait enfin un sens à leur combat. Et quand les ordres arrivaient, parfois contradictoires, parfois tardifs, ils se rendaient compte que même les chefs, même ceux censés voir plus loin, étaient, eux aussi, plongés dans la nuit. Car la vérité, c'est que les décisions n'étaient pas seulement des choix militaires. Elles étaient des poids qui écrasaient les consciences. Les responsables savaient que la moindre hésitation pouvait coûter une rue, un bataillon, ou une poignée de jeunes hommes qui avaient encore la vie devant eux. Ils savaient qu'en donnant un ordre, ils prenaient la responsabilité morale de ce qui suivrait, succès ou catastrophe. Et dans cette pression inhumaine, certains prenaient des décisions tardives, d'autres prenaient des décisions naïves. Mais tous étaient forcés de choisir. Car ne pas décider est déjà une décision, et c'est souvent la plus dangereuse. C'est ainsi que le destin d'Avdivka a basculé, dans une série de décisions humaines, trop humaines. Des signaux contradictoires. Des tentatives de repli commanditées trop tard. Des renforts espérés qui ne sont jamais venus. Chacune de ces petites fissures a ouvert une brèche. Et dans cette brèche, le piège s'est refermé. Mais au-dessus de tout cela, quelque chose de plus grand se déroulait. Car Dieu observe toujours ces moments où les hommes pensent contrôler leur vie. Alors qu'en réalité, ils avancent dans un plan qu'ils ne comprennent pas encore. Et parfois, le ciel permet que des décisions humaines, même imparfaites, servent une vérité plus vaste. Une vérité que les hommes découvriront seulement quand les flammes se seront éteintes. À Avdivka, le destin n'a pas changé à cause des bombes. Il a changé à cause des décisions. Et dans ces décisions, chacun a révélé qui il était vraiment. Lorsque le vacarme des explosions finit par s'éteindre, lorsque la poussière retombe et que la fumée cesse d'étouffer le ciel, il reste quelque chose que beaucoup craignent plus que la guerre elle-même, le silence. Un silence lourd, presque sacré, qui plane sur Avdivka comme un manteau invisible. Un silence qui ne raconte pas, mais qui témoigne. Car après les combats les plus violents, ce n'est jamais le bruit qui domine. C'est le vide. Le vide d'une ville qui a tout donné. Le vide des rues où chaque débris semble raconter un secret. Le vide des maisons où l'on sent encore l'empreinte humaine, comme une chaleur qui refuse de s'éteindre. Et dans cette absence de son, tout devient plus perceptible. Les prières silencieuses, les regrets, les souvenirs, les âmes en errance. Le silence n'efface rien. Il révèle ce que la guerre avait momentanément dissimulé. Les soldats qui ont survécu marchent lentement dans les ruines, comme s'ils craignaient de déranger quelque chose de sacré. Ce silence n'est pas un apaisement, c'est un jugement. Il oblige chacun à regarder en face ce qu'il vient de vivre, ce qu'il a perdu, et ce qu'il a découvert au plus profond de lui-même. Certains y voient un répit, une respiration avant de repartir vers un autre front. D'autres ressentent ce silence comme un cri intérieur, une onde de choc émotionnel qui les traverse et qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Car la vérité, c'est qu'après la tempête, ce ne sont pas les ruines qui font le plus mal. Ce sont les pensées qui se réveillent. Les visages de ceux qui ne reviendront plus. Les promesses murmurées dans la nuit. Les rêves qui n'auront plus jamais de lendemain. Et pourtant, au cœur même de ce calme déchirant, il y a quelque chose d'inexplicable. Une présence. Comme si, après que les hommes ont crié, tiré, couru, tenté de survivre, le ciel lui-même descendait pour constater les dégâts. Pour regarder de près ce que les êtres humains sont capables de faire, par orgueil, par peur ou par survie. Et dans ce silence, beaucoup ressentent une même sensation. Dieu est là. Pas pour condamner, ni pour justifier, mais pour rappeler que malgré la violence, malgré les pertes, malgré le chaos, la vie continue. Car un silence peut être une fin, mais il peut aussi être un recommencement. Avdivka, après la tempête,
est comme une feuille blanche brûlée sur les bords, encore chaude, prête à recevoir ce que le destin écrira ensuite. La ville ne respire plus comme avant. Elle ne parle plus comme avant. Mais elle existe encore. Elle attend. Et ceux qui la traversent comprennent quelque chose que seuls ceux qui ont connu la guerre peuvent saisir. Le silence n'est pas le contraire du bruit. Il est l'écho de tout ce qui a été perdu. Il est la voix des choses qu'on ne veut pas oublier. Il est le rappel que rien ne sera plus jamais comme avant. Le silence après la tempête. C'est là que commence la vraie histoire. Quand les flammes s'éteignent et que les armes se taisent, il reste quelque chose que ni les stratèges, ni les drones, ni les cartes d'état-major ne peuvent mesurer. Les leçons invisibles. Celles qui ne s'écrivent pas sur des rapports militaires. Celles qui ne se montrent pas dans les chiffres. Celles qui ne se disent même pas à haute voix. Et pourtant, ce sont ces leçons-là qui transforment les hommes. Ce sont elles qui marquent une génération. Ce sont elles que l'histoire finit toujours par révéler, tôt ou tard. Avdivka en est un exemple frappant. Car au-delà des pertes, au-delà des stratégies, au-delà des victoires revendiquées et des défaites camouflées, quelque chose de beaucoup plus profond a été dévoilé. La vérité sur l'âme humaine. La première leçon, c'est que rien n'est jamais acquis. Une position tenue pendant 9 années peut s'effondrer en quelques jours. Une certitude peut se briser en un instant. Une vie peut basculer en une seconde. Les hommes pensent souvent dominer le temps. Mais le temps finit toujours par leur rappeler qu'ils ne contrôlent rien. La deuxième leçon, c'est la fragilité de la loyauté humaine. Sur le terrain, on a vu des héros tenir jusqu'au bout. Mais on a aussi vu des ordres se contredire, des responsables disparaître au moment critique, et des décisions prises trop tard. La guerre révèle la vérité sur chacun. Ceux qui restent, ceux qui fuient, ceux qui prient, ceux qui trahissent, ceux qui espèrent encore, et ceux qui ne croient plus en rien. La troisième leçon, c'est que chaque bataille cache une dimension invisible. Il y a ce que l'on voit, les armes, les positions, les bombardements. Et il y a ce que l'on ne voit pas. Les manipulations, les plans secrets, les erreurs humaines, les objectifs politiques qui n'ont rien à voir avec la vie de ceux qui combattent. Et au-dessus de toute cette confusion, il y a une autre réalité. Celle du plan divin. Car rien n'arrive sans raison. Et parfois, ce qui ressemble à une chute n'est que le début d'une révélation. La quatrième leçon, peut-être la plus dure. La souffrance n'est jamais vaine. Chaque soldat tombé, chaque maison brisée, chaque famille dispersée porte une histoire que le monde ne doit pas oublier. Ces douleurs deviennent les conséquences visibles d'un monde qui a tourné le dos à l'amour, à l'unité et à la vérité. Mais ces douleurs deviennent aussi des avertissements. Des signaux envoyés à l'humanité entière. Regardez ce que vous devenez lorsque vous perdez le sens du sacré. La cinquième leçon, enfin. Dieu ne se manifeste pas toujours dans les victoires, mais très souvent dans les ruines. Car lorsque tout s'effondre, lorsque l'homme comprend qu'il n'a plus aucune force, aucune stratégie, aucune garantie, c'est là qu'il lève enfin les yeux vers celui qui n'abandonne jamais. C'est dans la chute que l'âme s'ouvre. C'est dans l'échec que l'esprit écoute. Et c'est dans la douleur que le cœur comprend ce qu'il refusait de voir. Les leçons d'Avdivka ne sont peut-être pas encore comprises par ceux qui dirigent, mais elles sont gravées dans ceux qui ont survécu. Et un jour, ces leçons invisibles deviendront des vérités éclatantes que personne ne pourra ignorer. L'histoire est une juge lente, mais elle est implacable. Elle ne se laisse pas manipuler par les communiqués, les discours officiels, ni les récits ajustés pour plaire aux foules. Elle attend. Elle observe. Elle laisse passer les émotions, les propagandes, les illusions. Puis un jour, sans prévenir, elle rend son verdict. Un verdict que personne ne peut contester, car il ne dépend ni des vainqueurs ni des perdants. Il dépend de la vérité. Et Avdivka, tôt ou tard, devra affronter ce jugement-là. Aujourd'hui, chacun raconte sa version. Certains y voient une victoire stratégique. D'autres une tragédie inévitable. Certains crient à la trahison. D'autres parlent d'un sacrifice nécessaire. Mais l'histoire, elle, ne retient pas ce que les hommes veulent croire. Elle retient ce qui est. Et ce qui est, c'est qu'Avdivka n'a pas été seulement une bataille, mais un miroir. Un miroir tendu à l'humanité, révélant tout ce que nous préférons cacher. La fragilité des systèmes, la manipulation des masses, la naïveté collective, la souffrance silencieuse de ceux qu'on appelle soldats, mais qui sont avant tout des fils, des pères, des frères. L'histoire retiendra que derrière les discours, il y avait des hommes qui ont lutté jusqu'au bout, malgré la fatigue, malgré la faim, malgré la peur, malgré l'abandon. Elle retiendra que des décisions ont été prises trop tard, ou trop vite, ou sans écouter la réalité du terrain. Elle retiendra que des vies ont été consumées dans un engrenage qui dépassait la compréhension humaine.
Et elle retiendra que ceux qui prétendaient tout contrôler ont été dépassés par leur propre ambition. Mais surtout, l'histoire retiendra la vérité que chacun a tenté de dissimuler. Elle retiendra que ceux qui criaient victoire avaient peur. Elle retiendra que ceux qui montraient leur force étaient en train de s'effondrer intérieurement. Elle retiendra que ceux qui parlaient de stratégie n'avaient aucune idée des conséquences humaines de leurs décisions. Car l'histoire ne se trompe jamais. Elle révèle les intentions cachées, les mensonges silencieux, les décisions imprudentes. Elle expose les illusions. Elle démasque les faux héros. Elle élève les véritables courageux, même si personne ne les a applaudis. Avdivka deviendra un chapitre que les générations futures liront avec incompréhension. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment a-t-on pu laisser tant d'hommes enfermés dans un piège évident? Pourquoi personne n'a-t-il eu le courage de dire la vérité plus tôt? Avant chaque guerre, il y a un mensonge. Avant chaque chute, il y a une illusion. Et avant chaque défaite, il y a une vérité que personne n'a voulu voir. À Avdivka, les bombes n'ont pas été les premières à frapper. Les premiers coups sont venus bien avant le bruit des canons. Ils sont venus des mots. Des phrases prononcées avec assurance, des promesses impossibles, des discours enflammés qui ont nourri l'espoir alors que la réalité criait le contraire. Oui, ce sont les mensonges qui ont ouvert la voie à la tragédie. Des mensonges politiques, des mensonges stratégiques, des mensonges médiatiques, des mensonges psychologiques, parfois même des mensonges que les soldats se racontaient à eux-mêmes pour tenir encore un jour de plus. La vérité, personne ne la voulait vraiment. Elle était trop lourde, trop brutale, trop effrayante. Alors on l'a enveloppée, maquillée, enterrée, jusqu'à ce qu'elle revienne comme un boomerang, fracassant tout sur son passage. On a dit aux soldats que les renforts arriveraient. On a dit que les positions étaient solides. On a dit qu'il fallait tenir encore un peu. On a dit que l'ennemi reculait, alors qu'il avançait en silence. On a dit que la ligne tiendrait, alors qu'elle se fissurait déjà de l'intérieur. On a dit tellement de choses. Et les hommes, eux, ont cru, parce que croire était la seule manière de survivre mentalement. Croire permettait de rester debout. Croire donnait un sens à la souffrance. Croire transformait l'absurde en mission. Mais la foi n'a jamais été le problème. Le problème, ce sont ceux qui ont utilisé cette foi comme un bouclier pour masquer leurs erreurs. Car derrière chaque mensonge, il y avait un calcul. Derrière chaque silence, il y avait une stratégie. Derrière chaque déni, il y avait une peur, celle d'assumer la vérité. Et lorsque la vérité a finalement éclaté, quand les couloirs de retrait ont été coupés, quand les positions sont tombées les unes après les autres, quand les hommes ont compris qu'ils étaient seuls, il était déjà trop tard. Ce n'est pas l'absence de courage qui a brisé Avdivka. Ce n'est pas la puissance de l'ennemi. Ce n'est même pas le manque d'armes. Ce qui a brisé Avdivka, ce sont les mensonges accumulés, goutte après goutte, jusqu'à former un océan dans lequel des centaines d'hommes se sont noyés. Et le plus tragique dans tout cela, c'est que beaucoup de ces mensonges étaient évitables. Mais l'orgueil les a rendus nécessaires. La fierté les a renforcés. La peur les a entretenus. Les mensonges qui ont tout déclenché ne seront peut-être jamais avoués publiquement. Mais ils sont gravés dans les mémoires de ceux qui ont survécu. Gravés dans les ruines qui racontent sans parler. Gravés dans les regards perdus de ceux qui reviennent sans comprendre comment ils sont encore vivants. Et un jour, lorsque le temps aura fait son œuvre, le monde comprendra que les guerres ne naissent jamais dans les tranchées. Elles naissent dans les mots. Elles naissent dans les illusions. Elles naissent dans les mensonges que l'on préfère croire plutôt que d'affronter la vérité. Avdivka n'a pas été détruite par le premier missile. Elle a été détruite par le premier mensonge. Il y a des blessures que même la médecine ne peut pas soigner. Des blessures qui ne saignent pas, qui ne laissent aucune marque sur la peau, mais qui brisent tout à l'intérieur. À Avdivka, ces blessures sont partout. Elle marche sur deux jambes. Elle respire. Elle parle parfois. Mais elles ne guérissent presque jamais complètement. Car ce que la guerre détruit dans le cœur d'un homme, aucune chirurgie ne peut le reconstruire. Les blessures visibles, celles infligées par les éclats, le feu, les chutes d'immeubles, attirent la compassion, l'attention, les soins. Mais les blessures invisibles, elles, se cachent dans les nuits sans sommeil, dans les silences forcés, dans les regards perdus qui semblent chercher une réalité qui n'existe plus. Ce sont les blessures qui naissent dans les moments où l'âme se fissure. Quand un camarade tombe. Quand un dernier message ne sera jamais répondu. Quand une promesse de retour devient un mensonge malgré soi. Ces blessures, aucun médecin ne les recoue. Aucune institution ne les répare. Elles deviennent des ombres, des fantômes qui suivent les hommes longtemps après que la guerre ait cessé de rugir. Certains soldats reviennent avec le corps intact. Mais l'âme en miettes. Ils sourient, mais leurs yeux ne sourient plus. Ils marchent, mais ils ne savent plus où ils vont.
Ils vivent, mais ils ont laissé une partie d'eux-mêmes dans les ruines d'Avdivka. Ils entendent encore des voix. Ils revoient encore les mêmes scènes. Ils sentent encore le souffle chaud de la mort qui passait près d'eux. Ils vivent en portant un poids que personne ne voit, mais que chacun ressent sans comprendre. Et ces blessures invisibles ne touchent pas seulement les soldats. Elles touchent aussi les mères qui n'ont plus de nouvelles. Les familles qui prient sans réponse. Les enfants qui attendent un retour, qui n'arrivera plus. Elles touchent les peuples entiers, qui vivent sous un ciel où la paix semble désormais être une légende. On croit souvent que la guerre tue surtout les corps. Mais en réalité, elle tue les espoirs. Elle déchire les identités. Elle efface les sourires. Elle arrache les certitudes. Les blessures invisibles, ce sont ces fissures dans l'âme humaine, ces zones d'obscurité où l'on cache ce qui fait trop mal pour être dit. Et dans ces profondeurs, il n'y a que deux forces qui peuvent encore opérer. La grâce et le temps. Car Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Il voit les cœurs fatigués, les âmes fragmentées, les esprits pris au piège entre le passé et l'avenir. Et c'est dans ces blessures les plus cachées que sa lumière peut entrer, si on lui en laisse la place. Avdivka n'a pas seulement laissé des ruines sur la terre. Elle a laissé des ruines dans les cœurs. Des ruines que seul l'amour, la vérité et la guérison divine pourront un jour reconstruire. Et lorsque l'on marche parmi ces survivants silencieux, on comprend une vérité que la guerre ne pourra jamais effacer. Les cicatrices invisibles sont les plus profondes. Mais ce sont aussi celles que Dieu transforme en miracles. Dans chaque guerre, il y a ceux qui tombent. Et il y a ceux qui restent. Et parfois, ceux qui restent portent un fardeau encore plus lourd que ceux qui sont partis. Car survivre n'est pas simplement vivre. Survivre, c'est apprendre à marcher avec une absence. Apprendre à respirer avec une douleur silencieuse. Apprendre à continuer alors que tout, à l'intérieur, a envie de s'effondrer. Ceux qui restent après Avdivka ne sont pas les plus forts. Ils sont simplement ceux à qui le destin a accordé un jour de plus. Un jour qu'ils n'étaient pas sûrs de vouloir recevoir. Certains restent parce qu'ils ont réussi à se replier au dernier moment. D'autres parce qu'une explosion les a épargnés sans raison. D'autres parce qu'ils ont couru dans la bonne direction au bon instant. Et d'autres parce qu'ils ont été miraculeusement protégés dans des situations où la logique elle-même ne peut expliquer leur survie. Tu viens de traverser un parcours conçu pour renforcer ton mental, affûter ton esprit et te rappeler que tu n'es pas fait pour reculer. Chaque chapitre t'a armé. Chaque ligne t'a construit. Tu as vu comment se forge un soldat, pas dans le confort, mais dans la discipline, la lucidité et l'endurance. Ce que tu portes maintenant est précieux. Une vision claire, un esprit plus stratégique et une détermination que rien ne peut briser. La bataille continue, mais tu n'y entres plus comme avant. Tu y entres préparé. Tu y entres éveillé. Tu y entres comme un soldat. Rejoins l'unité. Abonne-toi pour ne jamais manquer les prochains chapitres. Montre ta présence, laisse un commentaire avec le mot « prêt ». Renforce les rangs. Partage cette vidéo à un frère ou une sœur de combat qui doit entendre ce message. Soutiens l'effort. Un like, c'est un coup de plus contre la faiblesse.